Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, une nouvelle société minière vient de voir le jour au Burundi, laquelle société travaillera étroitement avec la Sopebu, un projet décrié par la Parsem qui trouve que confier un tel projet à une société qui n'arrive déjà pas à accomplir sa mission première d'approvisionner le pays en carburant fera régresser le pays. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi se dit scandalisé par le rapatriement forcé des Burundais réfugiés en Tanzanie. Ce dernier l'a manifesté hier lors d'une session du Conseil de l'ONU des droits de l'homme tenue à Genève en Suisse. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, gouvernance. Pour commencer, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye ne cesse d'amuser la galerie au lieu de trouver solution aux maux qui minent le pays. Aujourd'hui, notre confrère Innocent Valentin Singilangabo revient sur certains propos qu'il a tenus et qui suscitent de nombreuses interrogations au sein de la population, tout particulièrement en ce qui concerne sa gouvernance. La voix que vous entendez est celle du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Au regard de certaines de ses interventions publiques, certains observateurs ironisent en se demandant s'il ne possède pas des talents d'acteur, tandis que d'autres estiment qu'il ferait un bon candidat pour l'émission de divertissement Ninde diffusée sur la télévision nationale burundaise, la RTNB. D'autres relèvent également son goût pour le chant, qu'il n'hésite pas à mettre en avant lors de certaines apparitions publiques. Il existe une chanson qui dit « Tous ceux que vous voyez étaient comme nous. Tous ceux que vous voyez étaient comme nous. Aujourd'hui, ils sont devenus comme des blancs. Ils possèdent des voitures et des motos parce qu'ils ont travaillé avec détermination. Vous voyez, nous avions l'habitude de penser que faire des études suffisait pour réussir, sans avoir besoin de travailler. On disait seulement « étudie et tu réussiras ». On ne disait pas « étudie pour acquérir des compétences qui te permettront de travailler ». Alors que le Burundi est confronté à de nombreux défis, notamment une pauvreté persistante, le président Evariste Ndayishimiye est souvent critiqué pour le ton qu'il adopte lorsqu'il évoque ses difficultés. Selon les observateurs, il a tendance à traiter certains sujets avec légèreté, voire sur un ton humoristique, plutôt que de proposer des solutions durables. Vous savez, une personne qui ne paie pas ses impôts est parfois traitée de porc. Et lorsqu'on l'amène à la commune pour payer, le bourgmestre la fait se placer devant tout le monde et lui demande de répondre à une sorte de mise en scène. Pourquoi êtes-vous venus, vous les chiens? Nous sommes venus payer l'impôt, nous les chiens. Vous l'avez mangé, vous les chiens? Oui, nous l'avons mangé, nous les chiens. Imaginez qu'on arrive à une telle humiliation simplement parce qu'une personne n'a pas payé son impôt. Alors que, bien souvent, il s'agit avant tout d'une conséquence de la pauvreté. À la suite de nombreuses déclarations du chef de l'État prononcées ces derniers jours, plusieurs intellectuels burundais disent avoir du mal à comprendre les motivations de ce type de discours. Il estime que certaines de ces interventions peuvent être perçues comme une manière de tourner en dérision les difficultés auxquelles la population est confrontée. Innocent Valentin Singilangabo. Et puis à la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Burundi, des citoyens de différentes régions du pays affirment qu'ils ne voient pas de véritable indépendance. Ils estiment qu'il n'existe ni liberté de mouvement ni liberté d'expression au Burundi. Selon eux, ils revivent l'époque coloniale, mis à
part qu'aujourd'hui ils sont tyrannisés par leurs propres frères issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Suivez. C'est vrai qu'on va célébrer le journée nous rappela l'indépendance de notre chère patrie, mais actuellement on ne peut pas parler vraiment d'indépendance. L'indépendance telle que prônée par le prince Louis Rwagasore, il n'y a aucune trace vraiment de cette indépendance. Du point de vue économique, pas d'indépendance, en politique, domaine, ce n'est que l'injustice qui gangrène le pays. Dans la vie sociale, il y a une certaine injustice poussée à outrance. Dans le secteur de l'éducation, pas d'indépendance, ce n'est que des influences néfastes, très négatives qui hantent le système où on fait avancer des élèves qui n'ont pas de capacité, où on a des programmes qui ont été conçus par le népotisme poussé à outrance, ce qui cause qu'on a trop d'échecs, qu'on a autant de soi-disant intellectuels qui ne sont pas des intellectuels qualifiés. Vraiment, proprement parler, l'indépendance actuelle, c'est l'indépendance théorique et non pratique. Si vous parlez de l'indépendance, moi je me dis que les Burundais ne sont pas encore indépendants. Le Burundi en tant que pays n'est pris sous le joug du colonisateur blanc, mais il reste exploité par le colon noir. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il disait le colon blanc? Amenez-nous des poulets, des œufs, amenez-nous du beurre, mais le colon noir actuellement, ce qu'il fait, c'est la même chose. Quand une autorité va quelque part, les gens de la région et les gens de la localité sont contraints d'apporter des vivres, des non-vivres, des vaches, des chèvres pour donner à cette autorité. C'est tout à fait similaire de ce que le colonisateur blanc faisait. Alors, on est pris sous le joug du colonisateur blanc, mais nous sommes sous le joug du colonisateur noir. À mon avis, je trouve que la célébration de la fête de l'indépendance du Burundi, ce mercredi 1er juillet, n'est qu'un non-événement, parce que, d'après ce que j'observe autour de moi, tant qu'il y a une discrimination politique orchestrée par le parti au pouvoir CNDD-FDD, on ne peut pas vraiment parler de l'indépendance du Burundi. Tant que tous les Burundais, tous les enfants du Burundi ne sont pas traités au même pied d'égalité, l'indépendance du Burundi restera toujours une utopie. Gouvernance toujours, le Conseil des ministres a adopté lors de sa dernière réunion un projet de décret portant création de la société Sotebu Mining Company Limited, une nouvelle entité spécialisée dans l'exploitation de l'or et d'autres minerais précieux dans la localité de Masaka, commune Wutihinda, en province Buhumuza. Selon Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi, cette société sera constituée par la Sopebu, entreprise publique chargée notamment de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, en partenariat avec la SOTEB. Il a également indiqué que la Sopebu détiendra une participation de 16% dans le capital de la société et cette contribution ne prendra toutefois pas la forme d'un apport financier mais sera constituée de terrains et d'autres actifs patrimoniaux appartenant à cette entreprise publique. Ce fait plutôt le secrétaire général du gouvernement burundi. La société Sotebu sera créée à partir des apports de la société Soteb et de la société Sopebu comme actionnaire à hauteur de 84% pour la société Soteb et 16% pour la société Sopebu. À l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres a donné l'accord de principe pour la poursuite du processus, notamment en mettant en place les textes réglementaires autorisant la Sopebu à constituer une société mixte avec la SOTEB, ainsi que la convention entre l'État du Burundi et la Sotebu qui détaillera les apports de chaque partie ainsi que le partage des bénéfices. À ce propos, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles estime que le gouvernement aurait dû procéder à une évaluation approfondie du secteur minier avant d'engager la création de nouvelles sociétés publiques dans ce domaine, alors que de nombreuses préoccupations demeurent quant à sa gouvernance et à sa gestion. Son président Faustin Ndikumana considère que la multiplication des tâches au sein des entreprises publiques risque d'affaiblir leur efficacité opérationnelle et compromettre l'accomplissement des missions qui leur sont assignées. Suivez Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Je crois que le secteur minier vraiment mérite une attention particulière. Le gouvernement devrait agir à partir d'une stratégie minière bien élaborée, bien conçue,
pour se projeter dans l'avenir, en trouver solution à tous les défis, à tous les problèmes qu'il y a dans ce secteur, qui fait que ces résultats restent toujours mitigés, notamment au niveau de transparence et au niveau d'investissement préalable, pour que ce secteur puisse quand même créer une valeur ajoutée visible, palpable dans notre pays. D'abord, ces sociétés qui sont choisies devraient l'être à partir d'un appel d'offres international où la concurrence est consacrée avec la présentation d'expérience dans le passé par ces sociétés, ses capacités logistiques, ses capacités d'investissement. Mais le fait est que le processus de choix de ces sociétés aussi ne part pas d'une concurrence, d'un appel d'offres concurrentiel, c'est déjà un problème. Encore plus que la société Sopebu, qui avait déjà des résultats peu satisfaisants en matière de distribution de carburant ou d'importation de carburant. Je crois que commencer à orienter vers l'investissement dans l'exploitation minière, ça pourrait vraiment être une dispersion d'efforts. Ça pourrait créer une dispersion d'efforts. Je crois qu'actuellement, le secteur minier mérite une attention particulière, avec des réformes profondes à partir d'une stratégie minière, comme d'autres pays sont en train de le faire. Actuellement, la réalité du carburant, la crise du carburant dépasse l'entendement. Dire que Sopebu sera tiré carburant, investir dans l'exploitation minière, c'est un problème. Je crois que le gouvernement devant toutes les mesures pour sauver ce secteur, notamment la vision arrêtée, appel d'offres concurrentielles et investissement préalable. D'autres pays sont en train de transformer d'abord le karma, après l'exploitation, de transformer le karma, la production minière, créer une valeur ajoutée locale. Ce sera que plusieurs pays sont en train de faire actuellement. Mais au Burundi, on dirait qu'on exploite à tout va, sans expérience, sans professionnalisme. Ça risque de nous causer un tort énorme. Parlons à présent droits de l'homme ou des proches de Jean-Claude Ndouimana, un ex-FAB habitant la zone Kanyosha dans la ville de Bujumbura, porté disparu depuis le 20 juin dernier, continue de lancer un appel à l'aide, affirmant qu'ils sont toujours sans nouvelles de lui. Ils disent craindre pour sa sécurité, d'autant plus qu'ils l'ont cherché en vain dans différents endroits. Eloge Divin Remisha pour plus de détails. Cela fait désormais 10 jours que Jean-Claude Ndouimana, un ancien militaire burundais, est porté disparu. Selon nos sources, il a disparu après avoir quitté son domicile situé dans la zone de Kanyosha, en mairie de Bujumbura. Avant de partir, il avait informé sa famille qu'il allait répondre à l'appel d'une personne qui venait de le contacter par téléphone. Depuis ce jour, ses proches membres de sa famille comme amis vivent dans l'angoisse, faute de savoir où il se trouve. L'un de ses proches indique qu'ils l'ont cherché dans plusieurs endroits, notamment dans les cachots et les hôpitaux, mais sans parvenir à le retrouver. Une personne nous a dit qu'il était détenu au siège du service national de renseignement. Nous avons demandé de l'aide à des agents qui y travaillent, mais ils nous ont répondu par la suite qu'ils ne s'y trouvaient pas. Nous l'avons également recherché dans plusieurs cachots, mais sans succès. Nous avons même pensé qu'il avait pu être victime d'un accident. Nous avons alors parcouru différents hôpitaux sans parvenir à le retrouver. Ses proches de Jean-Claude Ndouimana disent craindre qu'il ait été victime d'un acte criminel. Ils précisent qu'ils ne voient aucune raison pouvant expliquer sa disparition, affirmant qu'à leur connaissance, il n'avait de différend avec personne. Nous ne connaissons personne qui était en conflit avec Jean-Claude. Franchement, nous ignorons ce qui se cache derrière son enlèvement. Nous poursuivons nos recherches dans l'espoir de savoir où il pourrait se trouver. Ces citoyens lancent un appel aux différentes institutions pouvant leur venir en aide de le faire afin que Jean-Claude Ndouimana soit retrouvé. Illustre divin Remisha, droits de l'homme toujours, le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi s'inscrit en faux contre le rapatriement forcé des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie et dénonce surtout les menaces et violences perpétrées contre eux. Fortuné Gaëtan Zongo l'a déclaré ce lundi à Genève au cours de la 62e session du Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Suivez. La question des réfugiés burundais constitue une préoccupation majeure et urgente de mon mandat. Depuis 2017, plusieurs milliers de réfugiés burundais sont rentrés dans leur pays en provenance de la Tanzanie et d'autres pays de la région, selon le HCR. Ce mouvement s'est fortement accéléré depuis la relance fin 2025 avec un objectif de 3000 retours hebdomadaires, ce qui a conduit à la fermeture programmée du camp de Nduta en avril 2026. Le plan conjoint
conjoint de rapatriement signé le 2 mars 2026 et estimé à 82 millions de dollars demeure largement non financé, ce qui compromet la réintégration durable des personnes rapatriées. Je tiens à reconnaître la générosité dont la Tanzanie a fait preuve durant de nombreuses années. Toutefois, l'évaluation exhaustive tripartite Tanzanie-Burundi-HCR rendue publique avant la relance des opérations a révélé que très peu de réfugiés envisageaient un retour. Des informations crédibles font état de pressions multiformes visant à contraindre les réfugiés à s'inscrire sur les lieux de retour. Fermeture d'écoles et structures de santé, démolition d'habitations, etc. Le principe de non-refoulement demeure absolu. Aucun État ne peut renvoyer une personne vers un pays où elle risque la torture, une disparition forcée ou une exécution extrajudiciaire. Par nature, les personnes qui rencontrent des difficultés après leur retour sont les plus difficiles à documenter. Souvent isolées, réduites au silence, voire disparues. L'absence de documentation ne saurait être interprétée comme une absence de risque. Au Burundi, la frontière entre le citoyen ordinaire et le citoyen persécutable est déterminée non pas par les actes, mais par la perception que les autorités ont de leur loyauté politique. Ces risques de persécution post-retour ne sont ni théoriques ni hypothétiques, ils sont réels. Le rapporteur spécial de l'ONU Fortuné, Gaëtan Zongo, a en même temps rappelé les pays d'accueil leur devoir de respecter scrupuleusement leurs obligations internationales en matière de protection de réfugiés. Encore une fois, Fortuné Gaëtan Zongo. J'appelle tous les États accueillants des réfugiés à respecter strictement leurs obligations internationales, respecter les principes de non-refoulement et de confidentialité des procédures d'asile, procéder à des évaluations rigoureuses et individuelles de chaque situation. Je réitère mon appel au gouvernement burundais à coopérer pleinement avec les mécanismes internationaux. J'appelle également la communauté internationale à mobiliser sans délai les 82 millions de dollars nécessaires à la mise en œuvre du plan conjoint de rapatriement et de réintégration. Faute de quoi, les retours en cours auront lieu sans accompagnement adéquat, aggravant la vulnérabilité des personnes rapatriées. C'était Fortuné Gaëtan Zongo, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Il n'y a pas donc que la Tanzanie qui viole ces protocoles, car même les réfugiés burundais vivant dans la ville de Durban, province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, continuent de lancer un appel au secours, affirmant être sur le point de mourir de faim après être restés confinés chez eux pendant plusieurs jours, craignant d'être victimes d'agressions de la part de certains Sud-Africains qui déclarent ne plus vouloir d'étrangers dans leur pays. Suivez l'un d'entre eux qui s'est confié à la RPA. Nous venons de passer 3 jours enfermés dans nos maisons sans pouvoir faire la moindre activité. Il est même impossible de sortir dans la rue pour voir ce qui se passe. La situation est extrêmement préoccupante. Même les petites boutiques tenues par des commerçants somaliens et éthiopiens où nous achetions actuellement du pain ou d'autres produits de première nécessité sont aujourd'hui fermés. Nous n'osons plus sortir de nos maisons, ni même rester devant nos portes. Si vous allez dans la rue, un voisin, même avec lequel vous entreteniez de bonnes relations, peut vous dénoncer à d'autres personnes. Ensuite, la police peut venir vous arrêter parce qu'un voisin vous a signalé. Pire encore, certains propriétaires profitent de cette situation pour dire à les locataires de quitter les lieux et d'aller chercher un autre logement. Certains sont ainsi expulsés, tandis que d'autres restent mais vivent sous des menaces permanentes. En résumé, les conditions de vie que nous traversons sont extrêmement difficiles. Nous avons un besoin urgent d'assistance et de protection. La situation est très grave. Nous lançons donc un appel aux organisations internationales, notamment au HCR et à l'Union africaine, afin qu'elles nous viennent en aide. Si rien n'est fait, c'est la faim qui finira par nous tuer. Rappelons que tous les étrangers vivant en Afrique du Sud ont reçu l'ordre de quitter ce pays avant aujourd'hui, c'est-à-dire le 30 juin. Et avant de clore ce journal, ce 30 juin 2026, le HCR, en collaboration avec d'autres partenaires, le ministère rwandais des réfugiés, a célébré la journée internationale des réfugiés à Kigali. Lors des échanges qui ont réuni les acteurs de ce secteur, nombreux sont ceux qui ont évoqué le plan d'autonomisation des réfugiés afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins sans dépendre d'aides extérieures. Patrice Nadoka, représentant des réfugiés au Rwanda, s'est réjoui du fait que de
de nombreux réfugiés ont aujourd'hui des activités génératrices de revenus et a invité les autres à leur emboîter le pas. Suivez Patrice Nadoroka, il était au micro de notre confrère Walter Kwizera. Je pense que vous avez suivi les différentes interventions des partenaires du HCR qui œuvrent dans le cadre du développement pour l'intérêt des réfugiés. C'est qu'il y a des projets qui donnent des opportunités aux réfugiés pour leurs projets, notamment les projets de commerce, les projets d'élevage, les projets d'agriculture. Et comme vous avez vu, il y a aussi des réfugiés qui ont parlé de leur financement par ces différents bailleurs, notamment le projet Jambéré, qui a déjà financé beaucoup d'initiatives des réfugiés. Il y a aussi Inkomoko, qui est généralement travaillé avec les réfugiés, avec la seule différence, c'est que le projet Jambéré a allégé les charges des réfugiés par rapport au remboursement du crédit. Donc il y avait des pourcentages, comme l'a indiqué l'intervenant là que vous avez suivi, selon le montant demandé et acquis. Alors nous approchons ces différents bailleurs pour plaider dans le sens du financement des projets des réfugiés. Et c'est pour cette raison que nous suivons régulièrement la réalisation de ces projets. Et pas mal de réfugiés essaient d'en profiter pour se développer. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le don de tout le monde. Il y en a qui peuvent se développer, d'autres qui n'ont pas cette capacité. Et c'est pourquoi c'est pas tout le monde qui demande ces crédits. Et nous continuons toujours à plaider pour que les interventions continuent et que les réfugiés essaient de s'autodévelopper. Et surtout qu'ils doivent absolument se prendre en charge à ce pays qui nous a accueillis. C'est dans ce sens donc nous essayons de les aider et de faire un plaidoyer positif pour le compte des réfugiés que nous représentons. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 30 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.